Et si on pouvait à nouveau se réjouir du futur? Je suis Grégory Pouy et sur ce podcast, je reçois des penseurs, des chercheurs, des créateurs qui m'aident à voir le monde autrement et à retrouver l'envie d'y aller. Pas avec un optimisme naïf, mais pas non plus avec un fatalisme résigné, mais avec lucidité et avec élan. Allez, bienvenue sur Vlan. Ça fait la 4e fois que j'enregistre, pour l'information. La première, j'étais coupé au milieu à cause d'un coup de fil. La deuxième, la carte mémoire était pleine. Et la troisième, je sais pas ce qui s'est passé, l'appareil s'est éteint au bout de quelques secondes. Et évidemment, je ne m'en suis pas rendu compte. Donc bref, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode solo qui est une lecture de ma newsletter que vous pouvez retrouver sur vlan.kessel.media. Kessel, c'est K-E-2-S-E-L. Et avant de débuter, je vais vous dire une chose. Je voudrais vous dire merci. Merci parce que c'est grâce à vous que ce podcast existe depuis si longtemps. Et je vais vous faire une promesse, celle que je vais faire tout mon possible pour toujours amener les meilleurs invités, mais aussi essayer d'avoir les meilleures réflexions pour vous permettre de ne plus regarder le futur de loin. Donc je vais me mettre à distance des technologues euphoriques et des catastrophistes professionnels. Et en retour, si mon travail vous est utile, vous inspire, vous fait réfléchir, eh ben vous pouvez rejoindre les 11% de Français qui soutiennent financièrement les contenus qu'ils consomment. Il n'y a pas 11% des personnes qui écoutent le podcast qui le soutiennent, ce serait génial. Si vous voulez soutenir, c'est sur tipeee.com/vlan. Tipeee, c'est TIPEE.com et donc c'est /vlan, VLAN. Pour aller plus loin ensemble, évidemment, on peut parler de conférences, on peut parler de la sponsorisation de ce podcast, on peut parler de collaboration. Si c'est des choses qui résonnent pour vous, n'hésitez pas et envoyez-moi un message sur les plateformes sociales, par mail. Je suis tout à fait preneur. Il y a quelques semaines, j'ai fait quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire il y a même 3 ans. J'ai supprimé la quasi-intégralité de mon contenu sur Instagram. Pas dans un accès de rage, pas après avoir fait une mauvaise expérience ou pas un revirement de positionnement. Je suis passé à l'acte tranquillement, méthodiquement, presque avec soulagement. Et il faut comprendre que je suis quelqu'un qui a consacré la quasi-intégralité de sa vie professionnelle à défendre ces plateformes. J'ai blogué à partir de 2005. J'ai dirigé la première agence d'influence en Europe en 2006. J'ai failli prendre la tête de Twitter en France à l'ouverture de leur bureau à Paris. Et en fait, pendant 20 ans, j'ai été l'un de ceux qui expliquaient aux entreprises, aux marques, aux étudiants, aux journalistes, mais aussi aux politiques, pourquoi les réseaux sociaux allaient changer le monde. Et le truc, c'est qu'ils l'ont changé. Mais c'est juste que c'est pas le changement qu'on espérait. Et cette newsletter, c'est donc un peu particulier parce que c'est pas une analyse à froid d'un sujet que j'observe de loin. C'est le récit d'une relation, ma relation, une relation de 20 ans avec ses phases d'émerveillement, de compromis, mais aussi d'addiction, de fatigue. Et ce que je crois être aujourd'hui une sorte de début de rupture. Pas une rupture spectaculaire ni militante, mais plutôt une rupture douce et irréversible. Et alors, je vais pas vous dire dans cet épisode solo de supprimer vos comptes sur les réseaux sociaux, vous méritez franchement mieux qu'un énième sermon numérique. Ce que je veux vous offrir, c'est un recul. Peut-être vous autoriser à ressentir ce que vous ressentez déjà, sans forcément le nommer, c'est-à-dire une fatigue, un vide, l'impression que quelque chose s'est cassé, sans qu'on puisse dire exactement quand et qu'est-ce que c'est. Alors, je veux pas faire mon boomer, mais je pense que pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui, ça me semble essentiel de remonter au début de cette histoire. Donc en 2005, quand j'ai lancé mon blog, évidemment, on n'avait aucune idée de ce qu'on était en train de construire. Pour moi, c'était juste une sorte de CV amélioré. On était un petit microcosme, un village global d'une poignée de milliers de personnes en France, qui croyaient, je pense, un peu plus au digital à une époque où ça demandait un peu de conviction. On se connaissait pour la plupart, mais pas virtuellement, on se connaissait vraiment. On se voyait, on se parlait, on se retrouvait dans la vraie vie, de manière régulière. Ce qui peut paraître paradoxal avec le recul, c'est que les blogs servaient avant tout à organiser des rencontres physiques. Et je me souviens très bien, il y avait un truc qu'on appelait les Fanny's Party, qui étaient des soirées tournées autour de l'innovation, qui étaient organisées par une amie qui s'appelle Fanny Bouton, qui rassemblait des blogueurs, des développeurs, des entrepreneurs. On créait nos propres événements, on se retrouvait
dans des appartements, dans des cafés, dans des espaces de coworking qui évidemment n'avaient pas leur nom à cette époque-là parce que ça n'existait pas. Le digital, c'était un prétexte à l'analogique d'une certaine manière. Et c'est donc dans ce contexte que j'ai fait la rencontre de plein de personnes, évidemment, dont des célébrités du web, si on peut dire ça comme ça. Mais par exemple, Hugo Travers, que vous connaissez sans doute mieux sous le nom d'Hugo Décrypte. Je l'ai rencontré quand il avait 15 ans et qu'il lançait Radio Londres. C'est aussi comme ça que j'ai rencontré Cyprien, qui est une star de YouTube, mais j'étais à sa soirée à l'arrivée, quand il est arrivé à Paris. Et en fait, il dormait à ce moment-là chez mon ami Eric Maillard pour quelques semaines, le temps de trouver ses marques dans la capitale. Alors là, évidemment, je vous parle de deux grosses célébrités, mais le truc, c'est que ces rencontres, ces espaces, elles ont créé des amitiés qui durent encore aujourd'hui, 20 ans après, avec de nombreuses personnes. En 2006, je suis devenu le directeur général d'une société qui s'appelait Buzz Paradise, chez Vanxen, qui se voulait être la première agence d'influence en Europe. On disait d'ailleurs Blogger Relationship Management à l'époque, parce qu'en fait, même si c'est un terme qui fait sourire aujourd'hui, il n'y avait pas d'influenceurs, ça n'existait pas. L'ambiance était forcément à la bonne franquette. Il y avait strictement pas d'argent dans l'écosystème, juste des marques à convaincre, des invitations, quelques cadeaux et surtout beaucoup d'enthousiasme en réalité. Et tout le monde avait un vrai métier en parallèle parce que le blog, c'était une occupation du soir et du week-end, une passion, pas une profession. Moi, j'avais donc un blog marketing qui était, j'avoue, l'un des plus lus en France à cette époque. Et je le dis sans fausse modestie, mais parce que c'est précisément cette place qui me permet aussi aujourd'hui de vous en parler honnêtement. J'ai vécu ce monde de l'intérieur, pas en spectateur. J'avais pas un sombre blog XY. J'ai vraiment été un acteur très actif de cette communauté. Et il y avait au début des sortes de classements de blogs, des hiérarchies de réputation, des amitiés, des guerres. Mais dans l'absolu, ces chiffres, ils comptaient assez peu finalement. Ce qui comptait vraiment, c'était la relation, la confiance, le sentiment d'appartenir à quelque chose. Et ce n'est que, je pense, vers 2000, 2007, 2008, que on a commencé à prendre en considération les thématiques des blogs pour cibler des opérations de communication. Parce qu'avant, on parlait des blogueurs comme d'une catégorie générale. Par ailleurs, l'écosystème des blogs était profondément intégré au tissu des startups françaises. C'était en fait un monde singulier, celui, d'une certaine manière, des convertis au digital. Et ce qu'on savait pas, c'est qu'en fait, on était en train de vivre l'âge d'or de cette période. Parce que comme souvent avec les âges d'or, on ne le réalise qu'après. 2006, c'est le moment aussi où Facebook est arrivé dans nos vies, comme un espace personnel, comme pour tout le monde d'ailleurs. On l'utilisait pour partager avec ses amis, sa famille, son cercle proche. C'était, d'une certaine manière, la continuité naturelle de ce qu'on faisait avec les blogs, en plus simple et en plus immédiat. Et évidemment, nous, on était un peu les premiers d'une course qui était à vitesse humaine, même si certains semblaient déjà dépassés à l'époque. Pour moi, c'était quand même assez lent. Et puis, progressivement, il y a quelque chose qui a changé. Il y a certains d'entre nous qui ont très vite atteint la limite des 5000 amis, qui était le plafond que Facebook avait fixé à ce moment-là, et qui semble évidemment aujourd'hui complètement dérisoire parce qu'on parle de millions de followers sur les plateformes. Mais à l'époque, atteindre 5000 contacts sur Facebook, c'était déjà un signal. Et les personnes en question, en général, elles se créent un deuxième compte Facebook, plus perso, en conséquence. Et moi, je suis passé par là aussi. J'ai jamais vraiment tenu ces deux comptes, mais je l'ai fait. C'était un début d'influence mesurable par des chiffres vérifiables par tous. Les premiers signes, d'une certaine manière, que quelque chose de nouveau était en train d'arriver, même si on n'avait pas encore les mots précis pour le décrire. 2007, c'est Twitter qui est arrivé. Il faut rappeler une chose pour que les plus jeunes réalisent, parce que je pense que vous aurez du mal à imaginer, mais pour tweeter à l'époque, en 2007, il fallait envoyer un SMS à un numéro anglais, et puis après envoyer le résultat sur le site web de Twitter. Il n'y a évidemment pas de smartphone, en tout cas l'iPhone est arrivé en 2007, mais il n'y avait pas d'application mobile, il n'y avait pas d'interface Telegram, pas d'application donc, et pourtant on le faisait. On découvrait ce que ça voulait dire un réseau social en temps réel, c'est-à-dire ce flux permanent, cette urgence du présent, cette addiction à l'actualité immédiate. C'était une révolution dans le rapport à l'information et on le sentait confusément sans vraiment mesurer l'amplitude de ce qui était en train de se passer. D'ailleurs, il y a un détail historique que moi je trouve hyper intéressant et que peu de gens connaissent, enfin je pense, c'est que ce qui a généré le flux, le fil d'actualité sur Facebook, c'est quand Twitter a refusé de se vendre à Facebook. Et donc, ça a poussé Zuckerberg à créer ce fil d'actualité tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce fil qui ensuite est devenu cette rivière infinie de contenu qui défile. En fait, c'était pas dans la conception initiale de Facebook. Et c'est né d'une réaction compétitive
Ce qui signifie, en fait, et c'est intéressant, que l'architecture qui gouverne aujourd'hui l'attention de milliards d'êtres humains, vous et moi compris, c'est le fruit d'une décision qui a été prise dans un contexte de rivalité entre deux entreprises. Et on mesure pas assez à quel point ce moment, il a tout changé. Et puis après, quelques années plus tard, je pense 2011, il y a Instagram qui est arrivé avec sa promesse de partager de la beauté, du quotidien, du vrai. Ensuite, on a eu Vine avec des vidéos courtes, je pense que ça doit être 2012. Snapchat avec l'éphémère, TikTok avec la verticalité et le divertissement pur. Bref, vous connaissez la suite. Chaque nouveau réseau social, il apportait une nouvelle promesse, un nouveau format, une nouvelle façon de se montrer et d'exister aux yeux des autres et aux yeux du monde de manière générale. De mon côté, en 2009, quand les pages Facebook sont arrivées, j'ai créé le département réseaux sociaux d'une des plus grosses agences digitales de l'époque qui s'appelait Neuron, qui aujourd'hui, je pense, s'appelle Publicis Lux. Je faisais des conférences dans les quatre coins du monde sur la transformation digitale, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Je suis devenu intervenant à HEC, professeur à Dauphine, et j'étais sur pas mal de plateaux télé sur ces thématiques. Et l'idée ici, c'est pas je vous raconte pas ça pour me la raconter, ni pour vous sortir tout mon CV. L'idée, c'est pas ça. C'est pour vous montrer à quel point j'étais impliqué dans tout ce monde-là comme un membre vraiment suractif. J'avais mon blog qui avait pas mal de succès, mais je commençais aussi à avoir un truc que je vois toujours aujourd'hui, c'est que les plus gros influenceurs ne sont jamais les premiers à arriver. C'est une tendance qui s'est largement validée par la suite sur Instagram, TikTok, YouTube ou encore sur les podcasts. C'est pour ça que j'encourage toujours les gens, quand ils veulent lancer des podcasts, à se lancer parce que ça peut fonctionner. C'est rare, mais ça peut marcher. Et à chaque nouvelle plateforme, il y avait le même cycle qui se répétait. L'émerveillement des nouveaux, l'afflux de masse, l'arrivée des marques, l'optimisation algorithmique, une sorte de fatigue et l'exode vers la prochaine promesse. Et c'est un cycle que je trouve c'est accéléré à chaque itération. Il y a eu un moment précis où il y a quelque chose qui s'est fissuré. Alors bien sûr, j'ai du mal à l'identifier avec une date précise, mais je sais que ça a commencé avec un outil qui s'appelait le cloud. Cloud, c'était K-L-O-U-T. Le cloud, c'était un indice qui prétendait mesurer votre influence en ligne sur une échelle de 0 à 100 en agrégeant vos données de tous les réseaux sociaux, les abonnés, les interactions, les partages. Ça produisait un score unique censé représenter votre poids numérique. Aujourd'hui, on a un truc qui s'appelle Favicon, avec un K, qui fait un peu la même chose. Et on a tous, à des degrés divers, commencé à le regarder, à le comparer, à s'en préoccuper, de manière qui me semble aujourd'hui complètement grotesque, mais évidemment, moi, à ce moment-là, j'étais du côté de ceux qui se rassuraient avec leur score, et avec le recul, c'était pas forcément une position enviable, parce que d'une certaine manière, ça a créé une dépendance à la validation des autres, qui est hyper insidieuse et qui, évidemment, était largement analysée depuis. Il y a des différences qui ont commencé à se creuser, en fait, en même temps, à ce moment-là, entre ceux qui généraient beaucoup d'audience et puis les autres. Entre ceux dont le nom circulait dans les briefings, dans les agences, et ceux, qui n'y figuraient pas. Ceux qui étaient invités aux soirées et ceux qui n'y étaient pas. Et on était toujours les mêmes aux soirées en réalité. Encore une fois, j'étais des deux côtés du jeu, de mon côté. On était d'ailleurs nombreux dans ce cas-là, parce que Eric Maillard, dont j'ai parlé un tout petit peu plus tôt, il dirigeait le service entier d'une grosse agence de publicité à l'époque, et puis il y en a d'autres qui ont créé leur agence de pub, je pense à Cyril Athias, entre autres, mais on était très nombreux dans cette dynamique. Ces différences, elles ont d'abord été de réputation, puis progressivement d'argent. L'argent, il est entré dans l'écosystème assez lentement. D'abord avec des échanges de marchandises, donc c'est pas de l'argent, des invitations à des événements, et puis des cadeaux, et puis les collaborations, de plus en plus, elles ont été formalisées. Et l'argent fait ce que fait toujours l'argent, dans un écosystème fondé sur la confiance et l'authenticité, il l'a progressivement corrompu. Pas que l'argent soit mal, parce que vraiment créer du contenu, ça prend du temps, et jamais je dirais qu'il faut pas payer les influenceurs. Et ça n'a pas été brutal, ça n'a pas été cynique dans la plupart des cas, mais structurellement, ça a quand même modifié les choses. Parce que dès qu'une relation a une valeur monétaire, elle change de nature. La recommandation, elle devient sponsorisée, l'enthousiasme, il devient performatif, l'ennemi, il devient un partenaire commercial. Mais en fait, l'argent, je disais tout à l'heure, moi, je suis pour payer les influenceurs, c'est vraiment pas le truc. Mais ce qui a le plus abîmé l'écosystème, c'est pas l'argent. Au fond, ce qui a vraiment modifié les choses, c'est la manière dont les médias traditionnels, puis les créateurs de contenu, ont modifié leur manière de travailler pour plaire aux algorithmes. On a assisté en fait à une migration progressive du contenu long vers du contenu plus court. Ça, c'est vraiment en raison de Twitter. Et puis vers des formats de plus en plus formatés, de moins en moins authentiques. Sont arrivés les hooks.
Ça aussi, c'est Twitter, parce que Twitter, à l'époque, c'était 140 caractères. Les hooks, donc c'est des accroches standardisées, dont tout le monde se moque aujourd'hui, mais que tout le monde continue à utiliser de manière variés, et ça peut être genre il a fait ça et vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite, ou encore les 5 choses que votre patron ne veut pas que vous sachiez. Bref, tous ces trucs là, aujourd'hui maintenant on a des hooks visuels, hooks sonores, hooks de phrases, etc. Bref, ces formules elles fonctionnent parce qu'en fait elles exploitent des biais cognitifs qui sont bien réels, comme la curiosité, la peur de manquer quelque chose, ou encore l'attrait à la révélation. Ça peut être la peur, mais en le faisant industriellement, en fait ça finit par vider le contenu de toute substance. Et moi, de mon côté, j'ai pas mal résisté, pour être sincère, à ces méthodes. Je m'en moquais même, avec, pour être aussi très sincère, un mélange de mépris condescendant, mais aussi de malaise. Et le malaise, c'était que je voyais que ça fonctionnait, en fait. Et je me l'expliquais pas entièrement non plus, parce que ça me semblait tellement gros. Mais progressivement, j'y ai cédé moi-même. Pas par conviction, mais par pression. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes influenceur ou que vous créez du contenu, votre audience stagne, alors que tous ceux qui grandissent utilisent les mêmes techniques, ça devient difficile de maintenir une posture de pureté, entre guillemets. Alors voilà, moi aussi, j'ai joué ce jeu qui allait contre mes valeurs, mais pas entièrement, pas tout le temps, mais suffisamment pour que ça me pèse, en fait. Et je pense qu'on est beaucoup de créateurs de contenu à avoir été dans cette même dynamique. On se respectait, mais en même temps, on était pris entre ce que on veut faire et ce que le système récompense et nous dit de faire. Et ça, c'est extrêmement vicieux. Il y a dans l'évolution des réseaux sociaux une contradiction qui est aussi hyper flagrante aujourd'hui, et que j'arrive toujours pas à comprendre comment les gens tombent dans le panneau, mais en même temps, ça marche. C'est l'authenticité comme nouveau format. En fait, dans les premières années des réseaux sociaux, des blogs, l'authenticité, c'était pas une stratégie. C'était simplement ce qui se passait naturellement quand des gens partagent leur vie sans arrière-pensée, sans stratégie. En fait, les posts étaient vrais parce que personne n'avait encore compris comment en faire un levier de croissance à travers une sorte de storytelling qui soit bien huilé. C'est pour ça qu'on avait plein de photos d'assiettes et de trucs qui étaient absolument inintéressants d'ailleurs sur les réseaux. Et puis, il y a quelqu'un qui a découvert que la vulnérabilité, ça performait mieux que la perfection. Que tu sais quoi, je suis désolé, j'ai été absent. Ça générait plus d'engagement que un truc plus basique. Que la photo sans filtre, elle avait plus d'impact que la photo retouchée. Que le thread où je vous raconte mon échec, ça explosait vachement plus que la manière où je vous raconte ma success story conventionnelle. En fait, l'authenticité, c'est devenu un format, avec ses codes, ses structures, ses techniques. On a eu des photos de dump, supposément hasardeuses, alors qu'elles sont en fait soigneusement sélectionnées. Des confessions personnelles qui sont rédigées avec une minutie qui n'aurait vraiment rien à envier aux meilleures agences. Et ces moments de vulnérabilité sont publiés en fonction des données d'engagement de la personne. En fait, l'authenticité, c'est devenu une performance. Ce qui est évidemment un contresens flagrant. Et depuis 1 an ou 2, on a franchi une nouvelle étape, je trouve, qui rend tout cela encore plus absurde, à mon sens. C'est que les posts sont de plus en plus écrits par des IA. Les commentaires le sont parfois aussi. Et je pense que dans quelques mois, peut-être quelques années, avec des outils comme OpenClaw, mais j'imagine que Claude va s'aligner évidemment, et OpenAI a déjà embauché le mec qui a créé OpenClaw, ça sera plus forcément des humains qui iront sur ces plateformes, mais des agents automatisés qui le feront à notre place. Donc ça va être des bots qui interagiront avec d'autres bots dans une simulation sociale dont les humains auront progressivement été évacués. On va arriver à une situation où on est peut-être déjà dans cette situation où il y a une IA qui poste du contenu personnel, une autre IA qui laisse un commentaire spontané en dessous, et puis une troisième IA qui répond à ce commentaire. Et en fait, c'est complètement ridicule, mais ce sont des algorithmes qui vont décider qui voit tout ça. Et quelque part, au bout de cette chaîne, on va avoir un humain qui reçoit les statistiques d'engagement et qui décide si sa stratégie de contenu, elle est bonne ou pas. C'est grotesque. Et c'est pas une dystopie, c'est vraiment la trajectoire logique d'un système qui a toujours optimisé l'engagement au détriment de la connexion réelle. En fait, on a un système qui a confondu la mesure de la relation avec la relation elle-même. Pourtant, on sait bien que l'essentiel, il est dans l'invisible. Mais il n'est pas mesurable par essence. Et puisque je parle de mesure, que je parle légèrement de KPI, de Key Performance Indicator, on va parler des données, parce que maintenant elles sont suffisamment solides pour qu'on puisse pas les ignorer. Il y a le Financial Times qui, en s'appuyant sur une enquête
de GWI, qui a été mené, ça m'amuse, auprès de 250 000 personnes dans 50 pays et qui a mis en évidence quelque chose de significatif. Le temps moyen passé quotidiennement sur les réseaux sociaux, il a culminé en 2022. Et depuis, il a chuté de presque 10%. S'établissant désormais autour de 2h20 par jour. C'est pas une chute spectaculaire, mais c'est la première fois depuis l'existence que ces plateformes, en fait, on voit que la courbe s'inverse. Et les premières communautés à décrocher, c'est pas les quinquagénaires ou les sextagénaires qu'on pourrait imaginer réfractaires au numérique, ce sont les Gen Z. En fait, les plus jeunes, c'est ceux qui, en fait, sont en train de se détacher des réseaux sociaux, alors qu'on pensait que ça serait les moteurs de croissance de ces plateformes. Mais le chiffre qui m'a le plus frappé, parce qu'il dit quelque chose aussi de fondamental dans ce changement, c'est celui-ci. C'est que depuis 2014, la part des personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour rester en contact avec des amis, donc c'est l'origine, un réseau social, c'est censé être ça. Donc rester en contact, s'exprimer, rencontrer de nouvelles personnes, ça a chuté de plus de 25%. Donc c'est un quart des usages relationnels qui ont été évaporés en 10 ans. Et ils ont été remplacés par quoi? Ils ont été remplacés par du scroll passif, par du visionnage de contenu de gens qu'on ne connaît pas, sélectionnés par une machine dont on ne connaît pas l'algorithme. Et Meta, d'ailleurs, a admis en justice, et c'est un aveu qui mérite qu'on s'y arrête, qu'il y a seulement 7% du temps passé sur Instagram qui concerne des échanges entre des amis et des proches. Le reste, donc les 93% du reste du temps, c'est du visionnage de contenu recommandé par un algorithme. Et formulé comme ça, évidemment, ça sonne comme un argument militant anti-réseaux sociaux, mais vous aurez compris, c'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps de vous expliquer à quel point j'étais un évangéliste de ces plateformes au début. C'est simplement, aujourd'hui, ce que Meta a fait de Instagram et de Facebook. La réalité, c'est que les réseaux sociaux, c'est plus des réseaux sociaux. Ils sont devenus des plateformes de divertissement algorithmique qui ont conservé le nom et quelques fonctionnalités sociales pour maintenir l'illusion que vous êtes là pour rester en contact avec des amis. Mais en fait, c'est plus du tout le cas. C'est comme si demain, je vous disais que votre télévision permettait d'envoyer des messages et qui insisterait, la télévision, pour que vous la nommiez outil de communication. Moi, j'ai jamais appelé une télé un outil de communication. Ça n'a aucun sens. Et ce mouvement, en fait, c'est pas une correction brutale, mais c'est une maturation progressive, une montée et une descente graduelle sur 2 décennies qui suggère que les réseaux sociaux ont atteint leur pic naturel de croissance. Et c'est pas la mort à ce stade, bien sûr, mais c'est simplement la fin de l'expansion. On sait tous désormais que Meta n'a pas mis notre intérêt au cœur. Évidemment, ils ont favorisé les contenus haineux, ou les contenus avec lesquels on est hyper d'accord, parce qu'en fait, ils savent que c'est ce qui va générer le plus d'engagement, et donc qui va capter le plus de votre attention, donc vous allez rester plus longtemps sur la plateforme, et donc ils vont pouvoir vous vendre plus de pubs. Et je voudrais remercier Frances Haugen qui a fait ressortir ces chiffres-là. Frances Haugen, c'était une whistleblower de Facebook. Et donc il y a les bulles de filtre qui sont nées, et nous, on est restés enfermés dans ces bulles, contre notre gré, et sans vraiment en avoir conscience pour la grande majorité d'entre nous. Et il y a un mot qui a été inventé pour ça en 2022 par un essayiste canadien qui s'appelle Dr. Rowe, qui a depuis fait le tour du monde, c'est la merdification. Ça a été élu le mot de l'année en 2023, ce qui en dit long sur ce mot. Et en fait, ce que Dr. Rowe décrit, c'est une mécanique en 3 temps. Et c'est d'une précision assez chirurgicale. Vous allez voir, ça va vous parler. D'abord, la plateforme, elle est bonne pour ses utilisateurs. C'est la phase de séduction. Et ça, c'est les débuts de chaque plateforme. Ensuite, elle exploite ses utilisateurs pour mieux servir ses clients commerciaux, c'est-à-dire les marques et les annonceurs. Puis, donc ça, c'est, la phase d'extraction. Ensuite, la 3e phase, c'est qu'elle exploite les deux pour maximiser ses profits à court terme pour ses actionnaires. Et ça, c'est la phase de pillage. Et donc, on est à cet endroit sur toutes ces plateformes. Et puis après, évidemment, la plateforme meurt. Et on a tous vécu ces 3 phases. Moi, je les ai vécues un peu plus de l'intérieur, je pense, que la majorité. Et quand je relis cette description, je reconnais exactement la trajectoire que j'ai observée depuis 2005. Ce qui m'a frappé chez Dr. Rowe, c'est cette phrase aussi. C'est que ces plateformes, elles tombent pas en panne. Elles fonctionnent exactement comme prévu. En fait, cette dégradation, c'est pas un bug dans la matrice, c'est une fonctionnalité. Les données, en plus, sur la santé mentale, elles viennent compléter ce tableau d'une manière qui est assez troublante. On sait aujourd'hui que les taux de dépression, d'anxiété chez les adolescents ont commencé à augmenter de manière vertigineuse depuis 2012, c'est-à-dire au moment où il y a des applications qui sont arrivées sur les smartphones, donc que ce soit iPhone ou Android, et qui ont permis une pénétration massive des réseaux sociaux et de leur usage. Donc c'est devenu un usage quotidien, permanent, et bien sûr qu'il y a toujours un débat scientifique sur la causalité, mais
on voit bien qu'il y a une corrélation qui est extrêmement forte entre les réseaux sociaux et la santé mentale des adolescents. Mais ce qui est moins discuté, et je trouve que c'est hyper intéressant, c'est l'impact que ça a sur les adultes. En fait, on parle toujours des ados, mais vous avez bien vu, les ados, ils se désintéressent des plateformes. Et je pense que les adultes, ils ont un peu honte. Il y a une honte sociale à admettre qu'une application vous rend malheureux, que vous continuez quand même à l'utiliser alors que vous êtes une grande personne. Mais la fatigue, elle est là. Le sentiment de perte de temps, il est là. L'impression de se comparer constamment à des vies filtrées et de ressortir de cette comparaison avec le vague sentiment de pas être à la hauteur, eh ben c'est là aussi. Chez la plupart des gens que je connais, c'est bien là. Et j'imagine que chez vous, c'est là. Et chez moi, c'est là aussi d'une manière ou d'une autre. Et surtout, mais ça ressort dans les statistiques, en fait, bêtement. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai jamais vraiment formulé aussi directement, mais moi, je suis fatigué. Pas d'une fatigue aiguë, spectaculaire, mais d'une fatigue sourde. Vous voyez, c'est celle qu'on ressent quand on fait quelque chose depuis super longtemps, de manière un peu mécanique, mais que le plaisir s'est échappé depuis longtemps. Pourtant, le plaisir, c'est censé être la question centrale. À la fin de la journée, c'est pas une question de performance, de chiffre, de stratégie, de KPI. Est-ce que j'y prends encore du plaisir? Est-ce que vous y prenez du plaisir? 2017, j'ai créé Vlan. Vlan, c'est toujours l'un des gros podcasts en France, mais en 2018, c'était l'un des plus gros podcasts. Vraiment, j'étais dans le top 10 des podcasts. On était plusieurs avec Transfert, entre autres. Et c'est plus du tout le cas. Je crois pas que ce soit parce que la qualité de Vlan a baissé. J'espère que c'est tout l'inverse, vous me direz. Mais j'ai fait des choix. Et j'ai pas voulu faire du divertissement en recevant des célébrités pour qu'elles parlent de leur vie privée. J'ai pas voulu faire du clash, du sensationnel, du contenu qui génère de la chaleur émotionnelle, au détriment de la profondeur. Et bien sûr que je comprends parfaitement ces stratégies, je sais que c'est ce que les gens veulent d'une certaine manière, ça fonctionne, j'ai tout simplement pas envie de les appliquer. Et donc je fais pas. Et vous aurez beau dire, mais bien sûr vous allez dire, ouais mais c'est super ce que tu fais, mais Arte ça a quand même beaucoup moins d'audience que Netflix. Et bien sûr, vous allez dire, si t'as envie de faire ça, tu fais ça. Vous avez raison, mais ce choix, il a un coût réel. Je vais pas faire semblant que non. Il y a des nuits où je me demande si j'ai eu raison de faire ces choix. Et je me dis, peut-être que si j'avais fait quelques compromis de plus au bon moment, j'aurais peut-être aujourd'hui une plateforme pour toucher plus de gens avec ce qui me tient vraiment à cœur, donc avoir un impact, mais aussi générer plus de revenus, tout simplement parce que j'aurais plus de sponsors. Et voilà. Mais ma mission de vie, c'est de transmettre de la profondeur, de la nuance, du recul. Et le problème, c'est que je vois pas comment je peux faire ça en me pliant aux injonctions des algorithmes qui récompensent structurellement le contraire. C'est-à-dire l'immédiateté, la provocation et la surface. Sur Instagram, j'arrive à un point que j'aurais qualifié d'impensable il y a quelques années, voire peut-être quelques mois, mais je trouve ça super cringe de partager des choses. C'est un peu le même sentiment que Facebook il y a quelques années. Facebook, sur une plateforme sur laquelle je vais plus, mais Instagram, c'est une plateforme sur laquelle j'ai partagé pendant des années ma vie, mes voyages, mes réflexions, mais aujourd'hui, j'y vais de moins en moins. Et c'est même pas une discipline, c'est même pas une contrainte que je me pose, c'est même pas un principe idéologique, c'est simplement que j'y prends plus aucun plaisir. En particulier parce que je vois des contenus qui sont générés par des IA, pour la plupart, et parce que courir après un algorithme qui va structurellement contre mes valeurs, ça me semble être la définition même du gaspillage de mon temps. Et c'est même pas un truc de boomer, puisque ce que je vous ai dit au début, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, c'est que les plus jeunes me disent aussi qu'Instagram, c'est super cringe. Alors après, on a LinkedIn. LinkedIn, c'est une plateforme sur laquelle je suis extrêmement actif aussi. Je suis Top Voice. C'est une extraction qui me flatte, mais c'est juste pour vous dire, quand je dis ça, que je publie énormément sur ces plateformes. Donc je vais pas vous dire que les plateformes sociales, c'est l'enfer non plus. Je suis actif, mais ça m'empêche pas d'avoir du recul malgré tout. Et cette plateforme, de la même manière, LinkedIn, ça s'est déplacé, ça s'est transformé. D'abord, il y a un feed d'actualité. Maintenant, on peut pousser du contenu. C'est plus juste une plateforme où on a nos CV. Et pareil, l'authenticité, les gens qui jouent un rôle, moi y compris, mais tout le monde sait que tout le monde joue un rôle et personne ne le dit vraiment. Il y a des accroches sur LinkedIn qui sont grosses comme des poutres, les posts qui sont faits par des IA, les commentaires qui sont faits par des IA aussi, des personnes qui se congratulent sans en avoir rien à faire pour la plupart. C'est devenu un jeu de dupes et moi, je joue encore. Je sais pas vous. Durant ces 20 années, j'ai développé une grosse addiction aux écrans aussi. Je vais pas vous raconter des histoires là-dessus. C'est un vrai problème parce que je suis toujours penché sur mes plateformes parce que plus on poste, dès qu'on poste en tout cas, on va voir ce que les gens disent. Et cette addiction, elle me coûte quelque chose de précis. C'est du temps, naturellement, que je pourrais passer à créer des choses qui ont un peu plus de sens, à avoir des conversations qui comptent, à être présent dans ma vie réelle plutôt que dans ma version numérique.
Et il y a un concept, je vous dis ça parce qu'il y a un concept que je trouve intéressant qui s'est développé il y a quelques années dans les milieux de la stratégie digitale et que je trouve particulièrement éclairant. Donc je voulais vous en parler un petit peu, et c'est ce qu'on appelle, attention c'est un anglicisme, la Dark Forest Theory of the Internet. Littéralement, la théorie de la forêt sombre. L'idée c'est simple, pardon, je m'amuse avec cet accent anglais ridicule. L'idée c'est simple, c'est que face au bruit, à la publicité, au trolling, à la surveillance algorithmique, les utilisateurs se retirent progressivement des espaces publics numériques. En fait, ils quittent pas Internet, mais ils se réfugient dans des recoins privés. Des messageries instantanées comme WhatsApp, Signal ou iMessage, des serveurs Discord qui sont fermés, des groupes Telegram de niche, ou peut-être des Substack, des newsletters de manière générale en accès restreint, des dîners avec des amis où les téléphones restent dans les poches, voire parfois dans des boîtes dédiées. Ce mouvement, il est massif, mais il est silencieux et il est profondément rationnel. Il y a un jeune stratégiste qui s'appelle Eugene Healy, qui est un Australien dont je vous ai déjà parlé, dont vous devriez vous abonner à sa newsletter qui s'appelle Considered Chaos, qui mérite votre attention, parce qu'il décrit précisément cette transformation à travers ce qu'il appelle une vie privée, je suis en train d'essayer de traduire en même temps, connectée. Son observation de départ, elle est percutante. Il y a 15 ans, le symbole ultime du statut de la réussite, c'était le BlackBerry. Parce que avoir un BlackBerry, ça signifiait qu'on était suffisamment important pour être joignable en permanence, qu'on était nécessaire. Alors qu'aujourd'hui, ce rapport s'est complètement inversé, bien sûr. Le grand privilège, c'est d'être complètement et délibérément hors ligne. Être offline, c'est le nouveau luxe. C'est sans doute dans cette logique que j'ai rejeté, moi, les objets connectés comme l'Apple Watch ou les montres connectées de manière générale, ou même les trucs qui mesurent votre santé. Pourtant, ceux qui me connaissent personnellement savent que j'adore les gadgets. Et ce renversement, il me semble hyper juste. Parce que pendant 20 ans, être présent sur tous les réseaux, avoir un grand nombre de followers, être visible en permanence, ça signalait quelque chose de positif. Une forme d'importance, d'influence peut-être. Peut-être même de modernité. Et aujourd'hui, les gens qui peuvent se permettre de ne pas dépendre de ces plateformes, pour leur réputation professionnelle par exemple, ils signalent quelque chose de différent. Une forme de liberté. Et donc, Healy, il soulève une contradiction qui est fascinante dans son analyse. Enfin, je trouve que c'est intéressant, c'est qu'un symbole de statut, il ne fonctionne que s'il est perceptible par les autres, par essence. Mais dès lors qu'il devient perceptible, en fait, il cesse d'être privé. Donc, vous pouvez pas signaler que vous êtes injoignable sans, par définition, être suffisamment joignable pour envoyer le signal. C'est tout le paradoxe de la déconnexion en réalité. C'est un peu comme les gens qui vous disent « je me coupe d'Instagram ». Bon, fais-le, t'as pas besoin de le dire. Si t'as besoin de le dire, c'est qu'il y a un problème. Et il y a même certains créateurs qui ont déjà commencé à monétiser cette déconnexion, ce qui achève de vider complètement la démarche de son sens d'ailleurs. Mais il y a une nuance qu'on peut soulever et que je trouve importante, parce qu'elle m'empêche de tomber dans un discours privilégié non plus, c'est qu'en fait, se retirer de ces espaces publics numériques, en réalité, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. La visibilité, ça reste un prérequis du pouvoir politique. On peut pas s'organiser dans l'ombre. On peut pas déplacer des lignes depuis un dîner privé auquel personne n'est invité. Ou en tout cas, ça demande d'être dans un cercle vraiment particulier. Pour les communautés marginalisées, les minorités, ceux qui dépendent de leur présence en ligne pour exister politiquement ou économiquement, ce qui est encore mon cas d'ailleurs, disparaître des réseaux, c'est pas une option. C'est un privilège de ceux qui ont déjà des réseaux humains solides, une réputation établie et une sécurité économique suffisante pour s'en passer. Ce que je propose, ou plutôt, ce que propose Healy comme alternative, c'est pas la déconnexion totale, mais c'est ce qu'il appelle une friction sélective, c'est-à-dire de remettre volontairement de la difficulté dans les usages numériques. Par exemple, ça peut être de demander à un ami plutôt qu'à d'aller googler une question, d'appeler quelqu'un plutôt que de lui envoyer un message, de lire un livre papier plutôt que de scroller. Pas comme un acte de résistance idéologique, non, mais comme une façon de reprendre le contrôle de son attention. En fait, ajouter de la friction, c'est hyper important, j'en parle régulièrement d'ailleurs, mais c'est comme, par exemple, de demander à quelqu'un qui sait plutôt que d'aller vous demander à ChatGPT. C'est une façon de reconstruire son propre jugement. Ce repli dans les espaces privés a un nom qui a été donné par un essayiste américain qui s'appelle Rao, R-A-O, et il appelle ça le web pyjama, en anglais le cozy web, qui est un web privé, doux,
hors de la vue publique. Et ce sont des espaces où les internautes se retirent pour des raisons qui vont de la simple préférence pour l'intimité à la peur des conséquences professionnelles. Et en fait, ce qui est intéressant, et vous allez voir, enfin moi ça m'a vraiment perturbé, mais le patron d'Instagram, qui s'appelle Adam Mosseri, en fait il l'a lui-même reconnu. En fait, il n'y a plus personne, c'est une citation, mais il dit, vous ne partagez plus beaucoup de moments personnels dans le feed, comme vous le faisiez il y a 5 à 10 ans. Vous les partagez davantage dans les stories ou en message privé. Donc en fait, le directeur général d'Instagram, il sait très bien que les utilisateurs ont quitté la place publique depuis un petit moment déjà. Ils ont juste décidé de pas le dire trop fort ni trop clairement. Et une psychologue américaine qui s'appelle Sherry Turkle a une formule qui me semble parfaite pour décrire l'absurdité de notre situation. En fait, nous sommes seuls, ensemble, seuls devant nos écrans, tout en étant prétendument connectés à des milliers, peut-être même à des millions de personnes. C'est un espace qui se veut commun, mais qui nous éloigne de plus en plus les uns des autres. Et l'intelligence artificielle, elle va pas tuer les réseaux sociaux d'un coup, mais je crois sincèrement qu'elle va accélérer ce que je nommerais un désamour, une sorte de mouvement diffus, difficile à quantifier. Mais je le ressens autour de moi depuis quelques années. Voilà pourquoi les réseaux sociaux ont toujours fonctionné sur un contrat implicite entre la plateforme et l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en échange de votre attention et de vos données, vous avez accès à des contenus créés par d'autres humains, des vrais humains, avec des vraies vies et des vrais points de vue. Et même si c'est formaté, même si c'est optimisé pour l'engagement, même si c'est pris dans des logiques de performance, ça restait des humains. Aujourd'hui, l'IA, elle est en train de casser ce contrat. Il y a désormais tellement de contenus qui sont générés de manière artificielle, tellement de faux témoignages, de fausses photos, de faux avis, de faux experts, que l'on passe une part croissante de son temps à essayer de distinguer le vrai du simulacre. Et cette activité de vérification permanente, en fait, c'est épuisant, cognitivement, mais aussi émotionnellement. En fait, ça a transformé ce qui était censé être du divertissement ou de la connexion sociale, idéalement, c'était le but quand même, en une forme de travail non rémunéré. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on n'est même plus juste le produit de ces plateformes. Vous savez, on a eu toujours cette expression, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Mais en fait, on est aussi le travail, le marché et le département marketing de ces plateformes. Parce que chaque élément de notre individualité, elle est capturée en données pour alimenter un écosystème algorithmique qui n'a ni fin, ni plancher, ni plafond, évidemment. On donne ces données à des entreprises. Ces données, elles servent à concevoir des produits ou des services qui correspondent à nos désirs. Du coup, on les achète. Et puis, parce que ça reflète l'identité qu'on a envie de projeter, on en fait la promotion soi-même sur les réseaux gratuitement, auprès de son réseau. Et la machine, elle fonctionne comme ça, grâce à notre propre comportement. Et l'IA, elle n'améliore pas ce système, elle le radicalise. Et comme je le disais plus tôt, dans quelques mois, je pense, mais peut-être années, ce seront plus forcément des humains qui iront sur ces plateformes, mais des agents automatisés qui le feront à notre place. En tout cas pour les personnes les plus riches, parce qu'il faut quand même payer ces plateformes, que ce soit Claude, que ce soit OpenCloud en l'occurrence, c'est de l'open source, mais voilà. Et ce que j'observe autour de moi, et ce que je vis moi-même, c'est une envie de réel, de profondeur, de faire des dîners, de lire des contenus longs, de se rencontrer. Et ce que les données montrent, c'est que les gens ne rejettent pas le contenu, ils rejettent le bruit. Ils deviennent de plus en plus intentionnels sur ce qu'ils suivent et pourquoi ils le suivent. Ils valorisent la profondeur, l'expertise, l'authenticité, plutôt que la viralité. En tout cas, je l'espère parce que c'est exactement ce que j'essaye de faire avec Blanc et sur ma newsletter. Donc je vais terminer sur quelque chose qui pourrait sembler contradictoire avec tout ce qui précède, mais moi je suis quelqu'un d'optimiste, je dirais, optimaliste. C'est-à-dire que je regarde le réel, mais je suis pas négatif dans l'absolu. Et je suis pas en train de nier que ces plateformes ont encore des centaines de millions d'utilisateurs actifs et qu'elles joueront encore un rôle dans nos vies pendant longtemps. Mais je suis optimaliste parce que je crois que je vois quelque chose émerger qui me semble profondément sain. Il y a un chiffre que soulève Illy et qui m'a vraiment marqué, c'est qu'en 2023, donc il y a 3 ans, il y a seulement 4,1% des Américains qui ont participé ou organisé un événement social, un week-end ou un jour férié. Il y a 4,1% des gens qui voient du monde. Donc on vit à une époque où on a le plus de connexions que jamais dans l'histoire humaine et moins de 5% des gens se retrouvent physiquement avec d'autres personnes un week-end ordinaire. Ce chiffre, il dit quelque chose d'essentiel sur ce qu'on a perdu et ce qui, je crois, me semble
essentiel à reconstruire. Ça me fait d'ailleurs penser à cet article incroyable dont j'avais parlé dans une de mes newsletters et qui était dans The Atlantic, qui s'appelle Le siècle antisocial, The Antisocial Century. Ce que j'observe, c'est une redécouverte de ce que Hilly appelle des espaces tiers entre le domicile et le travail, où les gens se retrouvent sans transaction obligatoire. Les cafés qui n'optimisent pas le turnover des tables. Vous voyez à quoi je fais référence si vous habitez à Paris ou dans des grandes villes, avec ces cafés qui sont hyper inconfortables. Les bibliothèques, les parcs, les associations, les événements de niche. Ces espaces, ils ont été systématiquement démolis par la logique du néolibéralisme, avec une privatisation de l'espace public, une architecture qui est hostile et qui est conçue pour décourager l'attardement. Ou encore des commerces qui sont optimisés pour la rotation rapide. Et cette logique néolibérale, elle accommode pas les espaces où les gens se rassemblent sans transiger. D'ailleurs, ce qui est intéressant, et on voit déjà un tout petit peu ça à Paris de temps en temps, mais on voit à New York des cafés pour lire, des livres, et être déconnectés. Littéralement, ils sont en train d'exploser ces espaces. Parce que la disparition de ces espaces d'humanité nous a rendus de plus en plus solitaires, et beaucoup plus que n'importe quelle plateforme numérique ne pourrait compenser. Et Hilly, il observe dans son travail une distinction qui me semble fondamentale à faire, en tout cas à comprendre, dans ce qui vient. C'est la différence entre être vu et être connu. Être vu, c'est algorithmique, c'est des milliers de followers, voire des millions qui regardent vos stories. Et être connu, c'est analogique. C'est 8 personnes autour d'une table qui se souviennent de comment vous prenez votre café. C'est pas du tout la même chose. Le premier, il est scalable à l'infini, le second, il est pas du tout. Et c'est précisément ce qui le rend à nouveau désirable. Cette observation, elle me touche parce que elle décrit exactement ce que j'ai vécu dans la première période des blogs. Pas des millions de followers anonymes, juste un cercle de gens qui se connaissaient, qui se parlaient dans la vraie vie, qui s'étaient rencontrés, etc. On avait des conversations, des conversations qui duraient. C'était pas scalable évidemment, mais c'était précisément pour ça que c'était précieux. Et c'est dans cette démarche que moi aussi j'ai créé un petit groupe WhatsApp des donateurs à mon Tipeee. D'ailleurs, si vous voulez vous rejoindre, il suffit de donner à Tipeee. Et vous allez voir, on n'est pas très nombreux, on doit être une dizaine, une quinzaine. Mais moi, ça m'enthousiasme ce retour à ce qu'on pourrait appeler l'anti-spectacle. L'anti-spectacle, c'est des espaces où la présence, elle compte plus que la documentation. Quand on parle de documentation, c'est le fait de pouvoir faire des stories, de filmer avec son téléphone, etc. Non parce que les téléphones sont mauvais en tant que tels, mais la possibilité même de documenter change le comportement. Et supprimer cette possibilité, les gens, ils peuvent réellement être présents. Et moi, j'y crois profondément, pas comme une règle à imposer, mais comme un choix à offrir. C'est pourquoi je crois beaucoup à la newsletter que vous êtes en train de lire, mais plus généralement au jeu de newsletter et donc à ce format qui a été enterré 10 fois et qui revient toujours, parce qu'il n'y avait pas d'algorithme, il n'y a pas de fil d'actualité. C'est vous qui décidez ce que vous allez voir, une personne que vous avez choisi de suivre parce que ce qu'elle raconte, ça vous semble intéressant, pertinent. Elle vous écrit directement et vous lisez, vous avez envie de le faire. Et c'est un rapport de confiance et de réciprocité que les réseaux sociaux ont progressivement détruit. Il y a une personne qui s'appelle Cal Newport, qui est un professeur d'informatique à Georgetown et qui est auteur d'un bouquin qui s'appelle le minimalisme digital et qui a une formule que je trouve assez libératrice. Il dit, si les réseaux sociaux, ce sont plus que des télévisions gonflées ou glorifiées, on peut simplement choisir d'éteindre le poste, comme on l'a toujours fait avec la télé. Il y a personne qui se sent coupable de pas regarder la télé 4 heures par jour. Pourquoi se sentir coupable de pas scroller sur une plateforme? Et Newport, il appelle ça une sorte de vie profonde, qui est construite autour de ce qui compte vraiment, qui est débarrassée de la tyrannie de l'attention fragmentaire. C'est pas une déconnexion totale, ce que je suis en train de dire, mais c'est pas non plus, un manifeste anti-technologique, c'est juste une décision lucide, sans drama, de plus se laisser attraper par des algorithmes qui sont conçus pour maximiser votre engagement, conçus pour aller travailler sur vos biais cognitifs, et de réfléchir à comment vous avez envie de passer votre temps. C'est pas une abstinence, c'est une hygiène. C'est pourquoi moi je réfléchis aussi beaucoup, et j'en ai déjà parlé bien sûr dans cette newsletter et dans ces épisodes solo, à créer un événement physique. Je cherche encore la bonne formule et je cherche surtout un bon partenaire commercial, si jamais je vous fais un petit appel du pied. Parce qu'en fait j'ai besoin de financement, mais un espace où on parle de choses qui comptent vraiment, sans qu'un algorithme décide de l'ordre du jour, sans que la valeur de la soirée se mesure au nombre de stories qu'elle génère. Juste des gens qui se retrouvent parce qu'ils ont des questions communes et l'envie d'y réfléchir ensemble. Je crois enfin que c'est peut-être la chose la plus
difficile à dire dans un monde qui valorise encore tellement l'hyperconnexion, mais l'un des signes de richesse dans les années qui viennent, moi je crois que ce sera l'analogique. Le dîner sans téléphone, la conversation sans sous-titres algorithmiques, le livre acheté dans une librairie après avoir parlé vraiment au libraire, la lettre, pas comme une nostalgie, mais comme une vraie marque d'affection. Un luxe en quelque sorte, comme quelque chose qu'on choisit parce que on sait que ça a une valeur, que les plateformes ne peuvent pas reproduire. Alors, je vais pas vous donner de conseils, je l'avais dit au tout début, c'est pas ma place, et puis surtout, je pense que vous en avez absolument pas besoin. Ce que je veux vous laisser, c'est plutôt une question simple, peut-être dérangeante, mais je crois pas. Est-ce que vous ressentez encore du plaisir à être sur les réseaux sociaux ? Je suis hyper intéressé par votre réponse. Donc n'hésitez pas à la mettre sur Spotify, sur Apple Podcast, peut-être par mail ou simplement sur Instagram ou sur LinkedIn. Mais est-ce que vous avez toujours cette légèreté du début de partager quelque chose comme quand c'était spontané, joyeux, pas une décision stratégique ? Cette envie de voir ce que font les autres et pas ce sentiment de culpabilité diffus après 40 minutes de scroll dont on garde aucun souvenir précis. Si la réponse est oui, c'est super et je suis super curieux de savoir comment vous vivez les choses. Et si la réponse est non, sachez que vous n'êtes pas seul. Moi, je suis exactement à cet endroit aussi. Et si vous trouvez ça cringe et que vous voulez partager moins, c'est tout à fait normal de préférer des vraies conversations à une story qui va être bien formulée. C'est peut-être simplement votre intelligence qui est en train de s'adapter à quelque chose que le reste du système n'a pas encore tout à fait admis. Je crois que l'âge des réseaux sociaux, tel qu'on l'a connu, en fait, il est révolu. Et ce qui vient après, je ne sais pas dire précisément, évidemment, mais je pense que c'est une intuition de ma part, mais ça ressemblera davantage aux soirées de Fanny Bouton en 2006 qu'à un feed Instagram de 2026. Et cette perspective, de mon côté, franchement, elle m'enthousiasme énormément. Je vous laisse sur cette pensée et je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.